accumulent les richesses, s'accaparent les ressources, reproduisent les inégalités et les injustices du simple fait de l'héritage, de la rente, de l'optimisation fiscale qui lui permet d'échapper à sa juste part d'impôts. Et face à cette immoralité, nous proposons la taxe Zuckman qui, je le dis, est en réalité déjà une position de compromis, une position de modération, parce qu'elle ne suffira pas à réparer une décennie d'offrandes fiscales aux plus grandes fortunes, aux très grandes entreprises décidées par M. Macron. Elle ne permettra pas de réparer ces dizaines de milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État, dizaines de milliards d'euros en moins pour la solidarité, pour l'investissement dans la transition écologique, pour la défense de nos services publics. Et donc, elle nous apparaît comme un compromis modéré, indispensable pour reconstruire la confiance dans nos finances publiques, pour reconstruire la confiance dans la société, dans notre contrat social et au final dans notre pacte républicain, parce que oui, il y a aujourd'hui besoin de remettre de la décence face à une ultra-richesse qui a explosé ces dernières années, face à des patrimoines des ultra-riches qui ont explosé et qui feraient pâlir de jalousie les très riches d'il y a 50 ou 60 ans. C'est tout simplement cela que nous vous demandons, remettre de la décence, remettre de la morale dans un débat fiscal et économique qui en manque cruellement. Est-ce que c'est constitutionnel ou non? Est-ce que ça respecte ou non l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Il se trouve que j'ai saisi le Conseil d'État il y a plusieurs jours sur un certain nombre d'amendements de repli de la taxe Zuckman et que le Conseil d'État a dit le droit en conseillant le gouvernement en disant que ce n'était pas constitutionnel. Non, on va publier l'avis. On va publier l'avis. Parce qu'une fois de plus, on ne peut pas convoquer non plus un certain nombre de choses qui sont inexactes. Ce n'est pas constitutionnel. Et pardon, mais le respect de l'état de droit, le respect des principes constitutionnels, le respect du préambule de 46, le respect de la Constitution de 58, c'est pas à la carte. C'est pas en fonction de certains sujets. Et la question du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, de la liberté de travailler est quelque chose qu'il faut protéger dans notre démocratie. La Constitution ne protège pas des privilèges, elle protège des libertés. Les ETF, qu'est-ce que c'est? Les Exchange Traded Funds. Derrière ce nom un peu technique se cachent des outils financiers innovants et simples. L'objectif des... Je regarde là. Ensuite, il y a la question, et ça me permet de faire cette transition au fond et de répondre à un certain nombre d'interpellations d'un certain nombre de parlementaires dont vous, Monsieur le Président Vallot, Monsieur le député Faure, mais aussi dans la journée un certain nombre d'interventions parmi les parlementaires qui ont défendu ces amendements. Pardon, on est quand même en train de discuter de recettes. Donc c'est comme la question du rendement réel. À la fin des fins, est-ce qu'on a une approche de tout cela qui est un peu drapeau, l'amendement un peu tract, mais dans ma bouche, une fois de plus, c'est pas péjoratif, je suis moi-même militant. Non, non, mais chacun défend ses convictions, moi j'ai aucun problème avec ça. Si j'ai renoncé au 49.3, c'est précisément pour que le débat puisse avoir lieu, on ne peut pas me le reprocher. Mais enfin, à la fin des fins, il faut quand même que la France ait un budget, même si c'est un budget sur lequel on ne converge pas tous. Et donc il faut quand même bien que les pieds de colonne correspondent à des rendements réels. Et vous le voyez bien, ou alors, la ministre n'a pas été claire, mais c'est tout l'inverse, ce qu'elle a fait depuis tout à l'heure. Vous voyez bien qu'il y a un désaccord profond sur la réalité des assiettes de ces amendements et de ces taxes. Non, il y a un profond désaccord. Mais prenez les choses sérieusement. Non, ça s'appelle le cynisme, monsieur le député. Et je pense qu'il faut refuser le cynisme. Vous ne pouvez pas faire entendre à nos concitoyens depuis des semaines et des mois qu'il existe un impôt miracle pour établir la justice fiscale et au moment où on en parle, faire preuve de moquerie et de cynisme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mentir à nos concitoyens. En tout cas, on ne peut pas se mentir entre nous, ici, dans cet hémicycle, en disant qu'un impôt miracle ramène 15 milliards d'euros, alors que l'assiette finale équivaut à 4 ou 5 milliards d'euros. On ne peut pas, ces jours derniers, voter un autre impôt Zuckman, celui-ci sur les multinationales étrangères, en disant ça ramène 25 milliards d'euros, ce que l'Assemblée, et le député Berrios l'a rappelé il y a un instant, a adopté, et que personne du côté de cet hémicycle, alors que vous n'êtes pas d'accord, personne ne songe à remettre en question justement l'amendement qui a été voté et qui ramènerait 25 milliards d'euros sur les grandes multinationales étrangères. Alors, Monsieur le Premier ministre, après le discours que vous venez de faire, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a rien à attendre de vous. Il n'y a rien à attendre de vous parce que
Vous venez d'expliquer que c'est nous qui serions en train d'abîmer la démocratie représentative, mais c'est vous au contraire qui abîmez la démocratie lorsque vous refusez de respecter le résultat des urnes. Vous dites que vous voulez éviter une crise politique au pays alors que vous êtes en train d'enfoncer le pays dans une crise politique. Et le responsable, c'est Emmanuel Macron, qui veut continuer coûte que coûte la même politique alors qu'elle a été battue dans les urnes. Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas été élus pour quémander des miettes de votre programme. Nous avons été élus et nous avons gagné les élections pour rompre avec votre programme politique. Et c'est vous qui êtes en train d'appliquer votre programme, tout votre programme, rien que votre programme. Alors, vous avez été très clair, monsieur le Premier ministre. Vous dites que vous avez abandonné le 49-3, mais vous êtes un 49-3, vous tout seul, puisque vous refusez de nous laisser voter sur l'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous venez de faire alliance et de passer toute la journée sur ces bancs, entre la Macronie, la droite et l'extrême droite, pour refuser la plus minime des décences, c'est-à-dire de faire participer les milliardaires à même hauteur que les Français dans ce pays, avec le refus de la taxe Zuckman et le refus de l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors, vous invoquez maintenant le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle que cela vous gênait moins quand vous votiez ensemble avec l'extrême droite, par exemple sur la loi immigration qui a été retoquée, ou encore sur la loi du plomb avec l'acétamipride. Enfin, vous dites, monsieur le ministre, le Premier ministre, que vous abandonnez le 49-3. Mais vous ne voulez jamais répondre à la question de savoir si vous abandonnez le super 49-3, qui est celui des ordonnances, qui permet de reprendre le texte initial, ce qui fait que nos travaux ne servent absolument à rien. Oui, monsieur le Premier ministre, il n'y a plus rien à attendre de vous, et tout le monde doit s'en rendre compte. Il ne reste que la censure et le départ du président de la République. Ouais. Donc j'étais en train d'écouter les échanges, les extraits des échanges qu'il y a eu sur la taxe Zuckman. Il est évoqué, je ne sais pas si ça a été validé ou pas, la possibilité pour le budget 2026 de retirer la prime, on n'y est pas encore, de retirer la prime de Noël pour une catégorie de personnes. Bon, je trouve
ça retire beaucoup sur les personnes aux revenus modestes. Et là où il y a du patrimoine, là où il y aurait la possibilité d'aller mobiliser, je dirais, des fonds pour permettre d'avoir moi, j'appelle pas ça une justice sociale. Les gens ont le droit de très bien gagner leur vie. Il y a pas de, c'est pas une question de justice sociale. Là, ça repose plus sur la question de la solidarité sociale collective, pas sur quelque part. Je trouve que il faut bien sûr leur adhésion parce que ça ne va pas sur ça ne doit pas être une obligation. Mais par contre, quand il souligne, et plusieurs l'ont dit, que les Français sont imposés à des hauteurs plus élevées que ceux qui perçoivent, qui perçoivent des millions. Ça, par contre, on peut considérer que là, il y a véritablement un privilège. C'est dans ce cas-là. Voilà. Je pense qu'il doit avoir une logique. Généralement, ça doit avoir une logique. Mais on arrive là sur des très hauts revenus. On ne parle pas de petits revenus. Là, on parle de millions d'euros. Donc c'est des très très grosses fortunes. Donc si vous voulez, je trouve que ça, voilà, c'est pas que ils doivent avoir honte de gagner autant d'argent, pas du tout, au contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas convaincue que si en les imposant à hauteur de 5%, 5 voire 7, je ne suis pas convaincue que, voilà, que ça soit de leur patrimoine. Je ne suis pas convaincue que ce soit que voilà, ça va créer des faillites ou ce que je veux dire par là, c'est que 5%, c'est quand même supportable, je pense, pour des revenus aussi hauts. Voilà, donc ça m'étonne qu'en fait ça ne soit pas passé, que la taxe ne soit pas passée, qui paraîtrait une logique. Le Premier ministre indique que on vendrait aux Français le fait de pouvoir amasser un gain d'à peu près 15 milliards d'euros, alors qu'en fait le gain s'élèverait à peut-être 4 ou 5 milliards d'euros. Ok. Mais bon, c'est même si le gain s'élève à 4 ou 5 milliards, ça peut permettre des investissements autres, dont notamment de payer la prime de Noël pour des personnes qui sont en revenus modestes. Bon, allez, je vais poursuivre ce que je suis en train de faire.